Pendant des décennies, 3 pays européens ont vécu une contradiction difficile à ignorer. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se sont intégrés politiquement à l'Occident, ont rejoint l'Union européenne, modernisé leurs économies et leurs institutions, mais sont restées prisonnières d'une infrastructure ferroviaire conçue pour un autre monde. Des voies à écartement large, des connexions tournées vers l'Est et des trajets lents ont relégué le train à un rôle secondaire, tandis que la voiture, le bus et l'avion ont pris le devant de la scène. Sur la carte, les capitales baltes semblent proches. En pratique, la distance a toujours été plus grande qu'elle n'en avait l'air. Cette fracture n'est pas seulement technique. Elle touche le commerce, la mobilité, la compétitivité et même la sécurité régionale. Et c'est précisément à cet endroit qu'émerge l'un des projets les plus ambitieux de l'Europe contemporaine. Une ligne ferroviaire construite pratiquement à partir de zéro pour redessiner le rôle du Baltique sur le continent. Dans cette vidéo, vous verrez tout sur la manière dont Rail Baltica est devenue l'une des infrastructures les plus stratégiques d'Europe. Pendant une grande partie du XXe siècle, le réseau ferroviaire des pays baltes a été conçu pour servir une logique qui n'existe plus. Les voies qui traversent l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont été construites avec un écartement large compatible avec le réseau russe et organisées pour des flux orientés est-ouest. Le résultat a été un système déconnecté du reste de l'Europe. Pour les passagers, cela s'est traduit par des trajets longs, lents et peu attractifs entre des capitales pourtant relativement proches. Pour le fret, cela a signifié des goulets d'étranglement techniques à la frontière avec la Pologne, où le changement d'écartement impose des transbordements, des retards et des coûts supplémentaires. Dans la pratique, le train a cessé d'être compétitif, poussant les personnes et les marchandises vers les routes et vers le transport aérien. Cet isolement ferroviaire a créé un paradoxe difficile à soutenir. 3 pays membres de l'Union européenne, intégrés politiquement et économiquement au bloc, restaient dépendants d'une infrastructure qui les maintenait physiquement à l'écart du marché continental. L'absence d'un corridor moderne nord-sud limitait le commerce, renchérissait la logistique et affaiblissait la mobilité régionale. Dans le même temps, l'héritage technique du réseau existant renforçait une dépendance historique à des systèmes orientés en dehors de l'axe européen, un élément de plus en plus sensible d'un point de vue stratégique. C'est à partir de cette impasse que l'idée d'une nouvelle ligne ferroviaire a commencé à gagner en force. Dès les années 90, les premières discussions ont émergé autour de la nécessité d'un axe ferroviaire moderne reliant la Baltique au cœur de l'Europe. Avec le rapprochement de l'adhésion à l'Union européenne, le projet a cessé d'être une simple ambition régionale pour être traité comme une pièce structurelle du continent. Des études techniques menées au cours de la décennie suivante ont démontré qu'une ligne construite selon les standards européens pourrait générer des gains économiques, réduire les émissions et intégrer définitivement la région au grand corridor de transport. Le tournant décisif est intervenu lorsque le projet a été intégré aux priorités du réseau transeuropéen de transport. À partir de ce moment, il a cessé d'être un plan abstrait pour acquérir un calendrier, des financements et une gouvernance. La création d'une structure conjointe entre les 3 pays a marqué l'instant où le Rail Baltica est sorti du papier pour entrer dans le domaine concret des travaux, transformant une nécessité historique en l'un des plus grands chantiers d'infrastructure de l'Europe actuelle. Au cœur du projet se trouve une ligne ferroviaire entièrement nouvelle, pensée pour fonctionner selon les standards techniques du reste de l'Europe et non comme une adaptation du réseau existant. Rail Baltica naît comme un corridor ferroviaire moderne, avec un écartement européen, une électrification intégrale et un tracé préparé pour la grande vitesse. Contrairement aux lignes héritées de la période soviétique, elle ne réutilise pas d'anciens rails mais crée une infrastructure continue conçue pour intégrer directement les pays baltes au système continental. La logique est à la fois simple et radicale. Éliminer la rupture technique à la frontière et permettre aux trains de circuler du nord au sud sans interruption, de la Baltique jusqu'au cœur de l'Europe. L'axe principal s'étend depuis Tallinn, traverse la Lettonie en passant par Riga et se poursuit en Lituanie, reliant des pôles logistiques et urbains avant d'atteindre la frontière avec la Pologne. À partir de là, les trains entrent directement dans le réseau européen, ouvrant un corridor continu jusqu'à Varsovie, Berlin et au-delà. Le projet a été conçu pour desservir à la fois les passagers et le fret, avec des vitesses élevées pour les services interurbains et une capacité suffisante pour retirer des volumes significatifs de camions des routes. Il ne s'agit pas seulement de raccourcir les trajets, mais de créer un nouvel axe structurel de mobilité et de logistique dans le nord du continent. Cette colonne vertébrale est renforcée par un réseau de nœuds urbains et de terminaux intermodaux qui étendent l'impact de la ligne bien au-delà des rails.
De nouvelles gares internationales, intégrées aux systèmes locaux de transport et aux aéroports, transforment les villes en points de connexion régionale. Des hubs logistiques planifiés le long du tracé permettent des transferts directs entre le rail, la route et les ports, redessinant les chaînes d'approvisionnement et faisant du transport ferroviaire une alternative réelle pour les longues distances. Rail Baltica fonctionne ainsi comme une infrastructure de base autour de laquelle d'autres activités économiques commencent à s'organiser. Du point de vue de l'ingénierie, le projet réunit certaines des réalisations les plus complexes jamais exécutées dans la région. Les gares cessent d'être de simples points d'arrêt pour devenir de véritables structures urbaines multifonctionnelles. À Tallinn, le terminal d'Ülemiste émerge comme une porte d'entrée internationale intégrée à l'aéroport et au transport urbain. À Riga, la gare centrale est en cours de reconstruction au cœur de la ville, avec des travaux menés dans un environnement dense, tout en maintenant les services en activité et en réorganisant entièrement l'espace urbain alentour. Les franchissements fluviaux constituent un autre chapitre à part entière. Le point fort est le nouveau pont ferroviaire sur le fleuve Daugava, à Riga, l'une des plus grandes structures de ce type dans la région baltique, conçue pour supporter des trains à grande vitesse et des charges lourdes dans des conditions climatiques sévères. Plus au sud, en Lituanie, le pont sur le fleuve Neri exige des fondations profondes et des solutions constructives robustes pour franchir la portée et garantir une stabilité à long terme. Au-delà des grandes structures visibles, un effort technique moins apparent, mais déterminant, est également mené. De longs tronçons du tracé traversent des sols meubles, des zones humides et des régions écologiquement sensibles, ce qui impose des techniques avancées de stabilisation des terrains, de drainage et de contrôle des tassements. La suppression totale des passages à niveau, remplacés par des viaducs et des passages inférieurs, accroît la sécurité et permet des vitesses plus élevées. Des passages spécifiques pour la faune et des écrans acoustiques intègrent l'infrastructure dans le paysage en réduisant les impacts environnementaux. La construction de Rail Baltica suit une logique différente de celle de la majorité des lignes ferroviaires traditionnelles, car il ne s'agit pas de moderniser un corridor existant, mais de mettre en place un système entièrement nouveau dans 3 pays simultanément. Avant que le moindre rail puisse être posé, il a fallu résoudre une phase longue et peu visible, mais décisive. Autorisation environnementale, expropriation, libération des emprises, relocalisation des réseaux d'énergie, d'eau, de télécommunications et préparation des terrains. Ce n'est qu'après ce processus que les travaux structurels ont commencé à dominer le paysage, avec d'importants terrassements, des systèmes de drainage profonds et la construction des premières grandes structures d'ingénierie. La séquence de construction progresse de manière échelonnée. Sur de nombreux tronçons, la priorité a été donnée à la réalisation de ponts, de viaducs et de passages inférieurs avant même la superstructure ferroviaire, afin de garantir dès le départ un tracé totalement exempt de passages à niveau. En parallèle, les gares, les sites techniques et les terminaux logistiques sont construits comme des éléments indépendants qui seront ensuite reliés par des systèmes communs d'énergie, de signalisation et de contrôle. Cette approche permet à plusieurs fronts de chantier d'avancer simultanément, mais elle accroît aussi la complexité de coordination entre les contrats, les calendriers et les standards techniques. Ces dernières années, le projet est entré dans une phase décisive de réévaluation financière et de redéfinition du périmètre, ce qui a entraîné des mises à jour majeures pour toute analyse actuelle du sujet. Les premières estimations de coûts, qui se situaient autour d'un peu plus de 6 milliards d'euros, ont été révisées. Aujourd'hui, les montants officiellement évoqués atteignent environ 15 milliards d'euros pour ce que l'on appelle la phase 1, qui prévoit la mise en service opérationnelle de base du corridor d'ici la fin de la décennie. Si le périmètre complet est réalisé, avec double voie intégrale et capacité maximale sur l'ensemble du tracé, le coût total pourrait approcher les 24 milliards d'euros. Cette révision ne signifie pas l'abandon du projet, mais une redéfinition des priorités. L'Union européenne considère désormais Rail Baltica comme un projet stratégique, avec des jalons obligatoires et des échéances directement liées au réseau transeuropéen de transport. Le financement reste largement assuré par les fonds européens, qui couvrent jusqu'à 85% des coûts éligibles, tandis que les pays baltes prennent en charge la part restante. De nouveaux accords de financement ont été signés récemment afin de maintenir le rythme des travaux, avec des enveloppes spécifiques destinées aux ponts, aux gares et aux systèmes. L'un des jalons les plus marquants de cette phase récente a été l'attribution du contrat du système d'électrification, l'un des plus importants contrats ferroviaires jamais conclus dans la région.
le choix d'un consortium international pour déployer un réseau électrique en 2 fois 25 kV définit l'épine dorsale énergétique de la ligne et permet de planifier l'exploitation selon les standards européens dès le premier jour. Parallèlement, l'adoption du système européen de gestion du trafic ferroviaire garantit une interopérabilité totale avec le reste du continent, en supprimant les barrières techniques qui ont historiquement limité le transport transfrontalier dans la région baltique. L'avancement physique des travaux est également mesuré de manière plus objective. Des rapports récents indiquent que plus de 40% du tracé principal se trouve déjà en situation de travaux achevés ou en phase d'exécution avancée, avec une attention particulière portée aux tronçons en Lituanie, où la pose des rails a déjà commencé sur certains segments. Dans d'autres zones, notamment en Lettonie et en Estonie, l'accent a été mis sur l'achèvement des grandes structures et sur la préparation du corridor pour la phase suivante, qui comprend la superstructure ferroviaire et les systèmes. Malgré ces avancées, des défis clairs subsistent entre le chantier et l'exploitation. La principale question concerne la mise en service par étapes. Afin de respecter les délais et de maîtriser les coûts, il est envisagé de lancer une exploitation initiale avec certains tronçons en voie unique, tandis que le doublement complet serait reporté à une phase ultérieure. Des débats existent également sur le rythme d'achèvement de certaines gares et de certains terminaux, en privilégiant la continuité du corridor international avant la finalisation de tous les éléments urbains. Ce type de décision n'est pas inhabituel dans les méga-projets, mais il influence directement la capacité initiale et la perception publique de l'infrastructure. L'héritage attendu de Rail Baltica dépasse largement la seule ligne ferroviaire. Du point de vue de la mobilité, il transforme des distances régionales en trajets réellement compétitifs, en créant une alternative crédible à l'avion pour les voyages de moyenne distance. Sur le plan logistique, il établit un axe ferroviaire efficace pour le fret entre le nord et le centre de l'Europe, avec le potentiel de retirer chaque année des milliers de camions des routes. Sur le plan stratégique, il consolide physiquement l'intégration des pays baltes à l'infrastructure européenne en réduisant des vulnérabilités historiques et en renforçant la cohésion du bloc. Rail Baltica est perçu par la Russie comme un projet ouvertement défavorable à ses intérêts stratégiques dans la région. Le remplacement de l'écartement large, historiquement aligné sur l'espace post-soviétique, par une ligne ferroviaire entièrement compatible avec le standard européen supprime l'un des derniers liens techniques qui rattachait les pays baltes à une infrastructure orientée vers Moscou. Pour le gouvernement russe, ce changement n'a rien de neutre. Il réduit l'influence logistique, affaiblit des routes traditionnelles de fret et consolide un repositionnement définitif du Baltique vers l'Union européenne et l'OTAN. Des critiques officielles, des discours politiques et des campagnes de désinformation ont commencé à accompagner l'avancement du chantier, présentant le projet comme un corridor aux implications militaires et géopolitiques, capable de faciliter des déplacements rapides au sein du flanc oriental européen. Dans ce contexte, l'insatisfaction russe ne se concentre pas sur l'ingénierie ou sur le coût de la ligne, mais sur le fait que Rail Baltica supprime une dépendance structurelle construite sur plusieurs décennies et ferme, de manière irréversible, un espace d'influence qui passait autrefois par les rails. Et vous, que pensez-vous de l'impact réel que Rail Baltica peut avoir sur l'intégration du Baltique avec le reste de l'Europe? Laissez votre commentaire. C'est la chaîne La Grande Construction, laissez votre like, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.